Déjà 2 jours avant l'arrivée en Égypte, j'ai entendu parler des premières arrestations. Ça a commencé le 10 juin. Le 11 juin, il y en a eu encore dans des hôtels du Caire et aux aéroports. Les gens descendaient des avions et ils étaient remis aussitôt dans les avions. Donc, Donc c'était des arrestations qui ciblaient les marcheurs. tous les marcheurs, tous les marcheurs. Donc moi, j'ai pris mon vol le 12. On devait arriver, dernier délai, le 12 juin pour partir pour la marche le 13 au matin. Et quand je suis arrivée, j'ai débarqué de l'avion. Moi, j'ai pu passer les contrôles de douane sans problème parce que je suis pas typée arabe. Par contre, tous les passagers français d'origine arabe avec des noms arabes ou typés arabes étaient D'origine maghrébine, par exemple. systématiquement mis de côté, arrêtés. Donc j'ai appelé l'ambassade de France et donc ils ont été interrogés pendant 3 heures et au bout de 3 heures, ils ont eu le droit de sortir avec des visas. Mais dans le vol du matin, tous les passagers avaient été remis dans l'avion, Comment, expulsés. comment vous expliquez cette réaction des autorités égyptiennes? Je l'explique pas. C'est pas sans avoir demandé des autorisations à l'Égypte. Chaque porte-parole de chaque délégation devait contacter l'ambassadeur d'Égypte de son pays respectif. Et moi, je l'ai fait. J'ai envoyé un mail. Et j'ai essayé d'appeler l'ambassade d'Égypte à Paris. J'ai eu d'abord un accord favorable par téléphone par la collaboratrice de l'ambassadeur. Parce Elle est qu'officiellement, le pouvoir du Caire disait soutenir une Oui, action oui. humanitaire. Oui, 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 bien sûr. Et puis au final, on n'a jamais eu de réponse officielle, ni positive, ni négative. Pareil, j'ai aussi sollicité le ministère des Affaires étrangères français. J'ai envoyé un mail à Jean-Noël Barrot et à ses collaborateurs pour expliquer le but de la marche, le déroulement, l'organisation de la marche, ce qu'on allait faire et ne pas faire. Bien sûr, respecter la loi égyptienne. J'attends toujours sa réponse. Bah justement, vous parlez de silence coupable Voilà, à propos de la voilà. France auprès de confrères. Vous attendiez quoi exactement auprès de la diplomatie française? Qui se positionne pour la marche internationale vers Gaza ou contre, mais qu'ils prennent une position. C'est l'absence de prise de position qui permet ce génocide depuis 20 mois. Et c'est pour ça que les citoyens ont marché de 55 pays du monde. On n'aurait jamais fait ça si nos gouvernants prenaient position. L'objectif de cette marche était d'atteindre Rafah à pied, donc et de dénoncer le blocus imposé à Gaza, même Mhm. si l'initiative a été empêchée. Est-ce qu'on peut dire tout de même que ça a permis de faire passer un message et à qui il s'adressait Mhm. d'ailleurs? Le message, la négociation, c'était de lever le blocus et de laisser entrer l'aide humanitaire massivement, sans condition, par le passage de Rafah. Et pas comme il s'est passé il y a 3 semaines. En une journée, Israël a laissé passer 5 camions par Rafah. Sur les 5 camions qu'ils ont évidemment fouillés, ils ont laissé passer 2 camions remplis de linceul mortuaire. Comment on peut permettre une chose pareille? Vous êtes rendu à Gaza en novembre et décembre dernier en tant que médecin. Mm. Qu'est-ce que vous retenez de cette mission et que vous disent aujourd'hui les collègues que vous avez laissés sur place là-bas? Ils sont épuisés. Les collègues sont épuisés. Les collègues sont épuisés, vous me Oui, oui, disiez? oui, 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 complètement épuisé. J'ai un collègue avec qui j'ai travaillé pendant 2 semaines à Gaza, avec qui je corresponds tous les jours, et qui me dit encore hier, avant-hier, que il a vu des enfants de 3 ans, 4 ans mourir sous ses yeux par terre, sans bras, sans jambes, sans antalgique pour leur permettre de mourir. On leur enlève leur dignité, on leur enlève tout. On sait que le passage de Rafah reste fermé depuis le 7 mai maintenant, un peu plus d'un mois. Comment vous évaluez justement la Mm. situation? Vous avez parlé de vos témoignages de médecins, mais comment vous évaluez la situation actuelle à Gaza, notamment d'un point de vue sanitaire? Je pense que l'urgence, elle est absolue. Et si les États ne font rien, l'urgence d'ici, c'est pas quelques mois, d'ici quelques semaines, elle sera dépassée. On aura plus de 2 millions de morts devant nous. Pour finir, quelles sont les prochaines étapes pour votre collectif ou les organisations engagées dans le... Bruxelles, les 21, 22, 23 juin. Rendez-vous à Bruxelles devant le Parlement européen, surtout le 23 juin à midi. Il faut qu'on se réunisse et qu'on continue, parce qu'on va pas s'arrêter. Vous avez eu des messages de personnes via les réseaux sociaux ou autres qui ont envie de rejoindre l'organisation et de permettre d'autres marches? On essaye d'agir ensemble parce que il y a des idées, tout le monde a des idées. Il faut pas agir tout seul. Tout seul, on peut rien faire. Mais si on agit ensemble, je pense qu'on y arrivera. On y arrivera.
Vous avez parlé de Bruxelles, donc vous attendez quoi de l'Europe là-dessus, justement? D'être entendu par les députés européens. On est déjà allé à Bruxelles. On est allé à Bruxelles il y a 2 mois avec un médecin, Pascal André, qui menait une grève de la faim avec des citoyens suisses, des citoyens français. On a été entendu au Parlement, à la Commission des droits de l'homme à Bruxelles, et on a été entendu aussi par la présidente du groupe des députés socialistes et démocrates, qui est espagnole, au Parlement de Bruxelles. À Paris, on attend toujours d'être entendu par M. Macron, on attend toujours de communiquer avec nos dirigeants, parce qu'on a l'impression que ça bouge pas. Donc, on va à Bruxelles. Catherine Lescolan-Quéré, merci d'être venue sur TV5 Monde pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes médecin et porte-parole de la délégation de la Marche mondiale pour Gaza. Merci. Merci.